Bonjour et bienvenue sur cette formation qui porte sur la motivation. Je me présente, je m'appelle Florent Baraton, je suis formateur et auteur et au travers de cette formation, je vais vous présenter différentes théories de la motivation pour mieux appréhender cette notion de motivation et connaître les différents mécanismes qui entraînent la motivation chez les individus. Au travers des différentes théories que je vais vous présenter, nous verrons différentes applications en entreprise. Nous verrons également certains exercices pour mieux comprendre ces différentes théories et donc nous brasserons différentes théories du XXe siècle, du début du XXe siècle, jusqu'aux théories les plus modernes. Pour cela, nous étudierons en particulier deux livres. Le premier est l'ouvrage de Daniel Pink, La vérité sur ce qui nous motive, et également Liberté et compagnie d'Isaac Gates. Avec cette formation, nous verrons que la motivation est aujourd'hui un élément essentiel dans les organisations. C'est un enjeu de performance à la fois individuel, mais également collectif. Si vous souhaitez plus apprendre sur cette notion de motivation et appréhender différentes théories sur la motivation, cette formation est faite pour vous. En introduction de cette formation, je voulais avoir avec vous un sujet de réflexion. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, quand vous étiez jeune, vous étiez peut-être studieux, ou alors pas très attentif? Pourquoi certaines disciplines vous motivaient plus que d'autres? Grâce à cette formation, nous allons appréhender différentes théories qui permettront donc d'avoir une vision d'ensemble sur ce qu'est la motivation. Pour chacune des théories que nous allons étudier, nous allons voir d'abord l'auteur de la théorie qui est ensuite exposée, le lien entre la théorie et la notion de motivation, et enfin, je vous proposerai des mises en application concrètes en entreprise. Pour certaines théories, je vous ferai quelques exercices pratiques pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux maîtriser la théorie. Cette notion de motivation est aujourd'hui essentielle, notamment dans les politiques de ressources humaines. La performance des entreprises est directement liée, voire corrélée, avec la motivation des salariés. Un salarié qui va être motivé sera plus réactif, sera même plus créatif, il sera moins absent, il sera sans doute également moins en retard. Bref, la motivation est aujourd'hui essentielle pour avoir des salariés qui soient performants et surtout des salariés qui soient engagés dans leur entreprise. Nous allons, dans cette formation, aborder d'abord la notion de motivation. Qu'est-ce que la motivation? Nous verrons ensuite les différentes théories, les théories qui seront d'abord les théories classiques, puis les théories modernes. Sur les théories modernes, je m'appuierai des travaux de Daniel Pink, auteur de l'ouvrage best-seller La vérité sur ce qui nous motive, et également l'ouvrage d'Isaac Gates, Liberté et compagnie, duquel il tire la notion d'entreprise libérée. Et cette notion d'entreprise libérée est une forme d'organisation qui est motivante pour les salariés. Je vous souhaite une bonne formation et nous pouvons aborder le premier chapitre. Dans ce premier chapitre, je voulais vous donner une définition de la motivation. Ce qui est bien avec la notion de la motivation, c'est que tout le monde voit à peu près ce que c'est. La difficulté, c'est que l'on va parfois avoir du mal à appréhender une définition claire de ce que pourrait être la motivation. Le Larousse nous donne différents éléments de définition de la motivation. Dans le Larousse 2017, on nous dit que c'est la raison, l'intérêt, l'élément qui pousse quelqu'un à agir dans une action. Donc là, il y a l'idée de conduire vers une action. On a une deuxième définition qui nous dit que ce sont l'ensemble des facteurs qui déterminent le comportement d'un agent économique. Donc ici, nous avons une définition qui est plus à titre économique. Et donc, il va être intéressant de se questionner sur ces différents facteurs qui entraînent la motivation. En sciences de gestion, et plus précisément en management, il y a une définition qui fait aujourd'hui consensus sur la notion de motivation. Elle date de 1993 et elle a été proposée par Vallerand et Thiel. Ces deux auteurs nous proposent la définition suivante.
Il s'agit d'un construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et ou externes produisant le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance d'un comportement. La notion de motivation, de façon générale, suppose deux hypothèses de travail. La première est que l'individu est libre de ses choix et de ses actions. Également que la motivation est toujours orientée vers un objectif précis. Concernant les différents éléments de la motivation, donc, les deux auteurs nous parlaient du déclenchement, de la persistance, de la direction et de l'intensité. Le déclenchement va être la force ou l'énergie qui va permettre de développer une action. Donc imaginez, c'est un peu comme si on parlait d'une étincelle pour un briquet. Donc c'est ça le déclenchement. Ensuite, la persistance, ce sera la persévérance ou la constance du comportement. Ensuite, la direction, donc ça va être l'orientation vers un objectif précis. Et enfin, l'intensité, ça va être la force de la motivation. Ensuite, les forces, donc les forces internes et les forces externes, sont ce que l'on appelle en management les facteurs intrinsèques pour les forces internes et extrinsèques pour les forces externes. Je vais vous donner quelques précisions. Donc les forces internes, les facteurs intrinsèques, sont les besoins, les pulsions, les intérêts, les traits de personnalité qui vont pousser un individu à agir, donc à avoir un certain comportement. Donc ces forces internes, si vous voulez qu'on prenne des éléments de la pop culture pour avoir des images, on pourrait dire que les forces internes, c'est un petit peu Bruce Banner qui va se transformer en Hulk, puisqu'il porte en lui les éléments qui vont le pousser dans une action. Ensuite, les forces externes, les facteurs extrinsèques, sont les stimulations extérieures. On va voir par exemple les récompenses, l'argent, la sanction ou l'environnement de travail qui vont avoir une influence sur l'action de l'individu. Ici, on pourrait prendre une autre image de la pop culture. Ce serait par exemple Astérix qui boirait de la potion magique pour lui donner cette force. Donc, d'un côté, les facteurs intrinsèques sont des éléments que l'on porte en nous, et les facteurs extrinsèques sont des éléments extérieurs qui vont nous pousser à agir. Et donc, on pourrait résumer ce qu'est la motivation par le schéma suivant. On va avoir un ensemble de facteurs intrinsèques et extrinsèques qui vont conduire vers la motivation. Cette motivation va d'abord s'enclencher un comportement qui va avoir une persistance, une direction et enfin une intensité. A noter que Pindar en 1984 disait que la motivation pouvait varier d'un individu à l'autre et même chez une même personne à différents moments et selon différentes circonstances, la motivation sera plus ou moins importante. Alors on peut en effet trouver des éléments pour améliorer la motivation d'un individu, mais la vie personnelle et la vie professionnelle étant à la fois distinctes mais aussi très liées, eh bien la motivation ne pourra pas nécessairement être optimale pour un individu pendant toute sa carrière professionnelle. On pourrait également avoir d'autres pistes de réflexion en se disant que parfois des salariés motivés ne seront pas forcément les plus performants, puisqu'il faut également prendre en compte les savoir-faire, les compétences des salariés. Dans ce chapitre, nous allons nous questionner de l'intérêt d'avoir des salariés motivés. Après tout, on pourrait se dire, étant donné que l'on paye nos salariés avec un salaire minimum, finalement, ne serait-ce pas que le seul élément qui pourrait permettre leur motivation, donc ces fameux facteurs extrinsèques. Eh bien, la motivation est quelque chose d'essentiel en entreprise. Avoir des salariés qui soient motivés, eh bien, va permettre tout d'abord de réduire l'absentéisme au travail, ça va permettre de réduire un certain nombre de coûts, ça va permettre également de réduire le turnover en entreprise,
Et donc ici, on n'aura pas de perte de compétences de la part de nos salariés. Et donc, on ne sera pas obligé de rentrer à chaque fois dans cette politique de recrutement et également de formation des salariés qui a un coût également non négligeable pour les salariés. Les salariés qui seront motivés seront plus engagés et plus créatifs. Et également, cela permettra de donner une bonne image de l'entreprise auprès de ses différentes parties prenantes. En effet, une entreprise qui a la réputation d'avoir des salariés qui sont motivés et heureux permet d'avoir un engagement RSE qui soit correct et donc de bonnes performances sociales de l'entreprise. Ainsi, on peut dire que la motivation doit bien être au cœur des entreprises et notamment auprès des politiques de ressources humaines, mais également chez les managers et les managers de proximité. Je vous propose à présent d'étudier les différentes théories de la motivation pour mieux comprendre cette notion et également proposer des actions concrètes en entreprise pour impliquer et motiver vos salariés. Tout d'abord, nous allons nous lancer dans une petite partie historique. À la base, le management voit ses premières théories se développer après la révolution industrielle, la première école de management étant l'école classique. Dans cette école classique, nous retrouvons différents auteurs, les premiers étant Taylor, puis également Ford. Pour Taylor, la motivation des salariés est quelque chose d'effectivement très important. Mais Taylor, lui, ne voit que les facteurs extrinsèques, c'est-à-dire des éléments externes qui vont permettre la motivation des salariés. Taylor donc, va créer donc une méthode de travail qui s'appelle l'OST, l'Organisation scientifique du travail. Donc il va proposer des méthodes de travail et une implication pour les salariés de ces méthodes. Et donc, un salarié va être rémunéré à la pièce. Plus un salarié va être productif et plus il va pouvoir gagner un salaire important. Moins il va être productif, plus le salaire sera bas. Et même parfois, ce dernier pourra être sanctionné si jamais il ne répond pas aux standards de performance exigés. Donc là, on retrouve finalement la méthode de la carotte et du bâton. La sanction si le salarié n'est pas performant et la récompense si ce dernier est performant. Nous retrouvons ensuite notre deuxième auteur qui s'appelle Henry Ford. Henry Ford, vous le connaissez au moins de par la marque des véhicules qu'il a pu créer. Et donc, les toutes premières voitures qu'avait créées Henry Ford étaient les fameuses Ford T. Les Ford T étaient donc des véhicules qui étaient à faible coût, puisque donc Ford reprendra les méthodes de Taylor avec l'organisation scientifique du travail, et il ajoutera la chaîne de montage pour que les salariés n'aient pas à se déplacer pour aller chercher les différentes pièces. Ford reprend la même idée que Taylor, avec donc une rémunération donc selon les performances, mais lui, il va partir de la base en disant que un salarié travaillant chez lui devait initialement avoir un fort salaire. Donc il met en place ce que l'on nomme le $5 day, donc la politique du $5 par jour, qui était à peu près le double de ce que touchaient les ouvriers à cette époque. Et donc ici, on retrouve les mêmes facteurs extrinsèques qui étaient la rémunération comme récompense à la productivité. Et donc, on se rendra rapidement compte que ces différentes méthodes de travail, basées sur la récompense et la sanction, avec des tâches qui sont pour le moins abrutissantes, répétitives, montreront donc rapidement leurs limites. Puisque dans l'époque industrielle, on verra donc se développer de nombreux risques psychosociaux, du stress au travail, beaucoup d'épuisement professionnel. Les troubles musculo-squelettiques vont également beaucoup se développer avec des membres qui vont se déformer par la répétition des mêmes gestes. Et donc, globalement, cette façon de manager va rapidement trouver ses limites puisque le turnover sera très important sur ces postes de travail. Et donc, la deuxième école du management qui va se développer se nomme l'école des relations humaines. Et donc, elle est développée par un premier auteur qui s'appelle Elton Mayo, qui lui va proposer de mettre en avant plus les facteurs humains
Ici, donc, il va mettre l'accent sur les relations interpersonnelles, donc les relations entre les personnes et différents besoins. Les besoins sociaux, les besoins d'accomplissement, les besoins d'enrichissement par les tâches. Et donc cette deuxième école va reprendre un certain nombre d'auteurs que nous allons étudier par la suite, comme par exemple Abraham Maslow ou encore Herzberg. Dans ce chapitre, je voulais voir avec vous la première grande théorie de la motivation, celle qui est également la plus connue, c'est celle que l'on nomme la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Donc nous l'avons vu dans le précédent chapitre, l'école classique du management a vite vu les limites de la simple motivation par les facteurs extrinsèques, c'est-à-dire la rémunération ou le système de sanctions. Et donc Abraham Maslow va proposer une hiérarchisation des besoins. Il va classer les différents niveaux de besoins et chaque individu va chercher à répondre à ces différents besoins. Et lorsqu'il aura réalisé ces besoins, eh bien, il pourra passer à un niveau de besoin supérieur. Derrière chaque motivation se cache un besoin fondamental de l'individu. Donc voici cette fameuse pyramide de Maslow. On part du bas avec les besoins physiologiques, donc ce sont les besoins qui sont liés à la survie, le fait de se nourrir, le fait de boire, de manger. Ensuite, nous avons les besoins de sécurité, le besoin d'avoir un toit, de pouvoir se réchauffer en hiver, etc. Donc tout ce qui va être lié à la sécurité de l'individu. C'est ce que l'on pourrait voir comme étant les facteurs extrinsèques, donc tout ce qui est du dehors. Donc en entreprise, ça va être lié au fait d'avoir un minimum de rémunération, par exemple un SMIC, ou alors avoir une forme relative de sécurité de l'emploi avec, pourquoi pas, un CDI. On a également donc, dans ces facteurs extrinsèques les besoins d'appartenance, donc le fait d'appartenir à un groupe, le fait d'appartenir à une communauté, le fait d'être à l'aise, de ne pas être rejeté dans cette communauté. Donc ça peut être en entreprise lié à tout ce qui va être l'ambiance et la dynamique de travail. Et ensuite, sur les niveaux de besoins les plus importants, les facteurs extrinsèques, tout cela sera lié donc d'abord aux besoins d'estime, le fait d'être reconnu dans le groupe, et enfin les besoins d'accomplissement, c'est-à-dire par exemple avoir des challenges qui vont être importants, intéressants, pouvoir se former et apprendre de nouvelles compétences et connaissances. Et donc à partir de cette théorie, Maslow met en relation la motivation avec la satisfaction des besoins des individus. Si l'individu arrive à réaliser ses besoins fondamentaux en entreprise, il sera motivé et donc il pourra agir selon la satisfaction de ses différents besoins. Et donc, comment on va pouvoir appliquer cette théorie en entreprise ? Tout d'abord, il va être intéressant de connaître les besoins des salariés, donc en les sondant, en mettant en place des enquêtes de satisfaction ou alors en organisant différents entretiens avec eux. Et ensuite, selon le niveau de besoin du salarié, on va pouvoir mettre en place différentes politiques. Donc je vais vous laisser regarder cette slide dans le détail et je vais vous en commenter quelques éléments. D'abord sur les besoins physiologiques, ici ce sera assurer donc un salaire minimum pour le salarié, c'est-à-dire à minima le SMIC. Ensuite, besoin de sécurité, donc avoir un environnement stable, avec une sécurité notamment sur les entreprises industrielles ou les entreprises de bâtiment, permettre d'avoir un travail et des espaces de travail qui soient ergonomiques, mettre à disposition des EPI, des équipements de protection donc. Ça, c'est pour ce qui va être lié aux besoins de sécurité. Par rapport aux besoins d'appartenance, on peut proposer des journées d'intégration, différentes réunions, des repas ou des sorties entre collègues. Pour les besoins de reconnaissance et d'estime,
On peut supposer qu'il sera intéressant de valoriser, soutenir le travail des salariés, augmenter le salaire, les primes, permettre la promotion des salariés selon leur niveau d'accomplissement en entreprise. Et enfin, pour les besoins les plus importants, les plus hauts dans la pyramide, les besoins d'accomplissement de soi, eh bien ici on va pouvoir élargir la mission du salarié et ses responsabilités pour leur permettre de développer leurs compétences et leurs connaissances. Je vous propose à présent un petit exercice pratique pour voir si vous avez bien assimilé les différents éléments de la pyramide de Maslow. Je vous propose de passer à l'exercice sur la théorie de besoins d'Abraham Maslow. Donc nous avons 4 personnes, Joseph D, Élise T, Laurent T et Philippe D, qui sont donc 4 personnes qui travaillent au sein d'une entreprise. Et donc à partir de leur témoignage, vous allez essayer de deviner quels sont les besoins qu'ils souhaitent réaliser et donc qui pourraient les motiver à poursuivre dans leurs actions. Donc le premier est Joseph D. Voici son discours. Il y a eu un accident dans l'entreprise le mois dernier. Aujourd'hui, je viens avec la boule au ventre. J'ai peur d'avoir un accident. Ensuite, Élise T. Je suis à l'aise dans mon travail, mais j'aimerais avoir plus de retour de la hiérarchie. Parfois, j'ai l'impression que mon travail n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Laurent T. Nous sommes beaucoup à avoir cette posture passive au travail. Il y a trop peu de liens entre les salariés et encore moins avec la hiérarchie. Et enfin, Philippe D. Je travaille dans les bureaux d'études, ma hiérarchie me fait confiance, mais je m'ennuie parfois. J'aimerais avoir des challenges intéressants à réaliser pour pouvoir me dépasser. Donc voici ces 4 individus. À vous de déterminer quels sont les besoins sur la pyramide de Maslow qu'ils devraient pouvoir réaliser. Je vous laisse réfléchir et nous pouvons passer ensuite à la correction. Sur la correction, donc nous avons d'abord Joseph D, qui lui donc a des besoins de sécurité à accomplir. Donc pour ça, il faudrait le sécuriser, proposer donc plus de sécurité sur le poste de travail. Ensuite, nous avons Laurent T, qui lui a des besoins d'appartenance, des besoins de socialisation, puisque lui donc considère qu'il y a trop peu de liens entre les salariés et la hiérarchie. Ensuite, nous avons Élise T, qui elle considère qu'elle est à l'aise dans son travail, mais aimerait avoir plus de retour et plus de reconnaissance de la part de sa hiérarchie. Donc ce sont des besoins d'estime qu'elle aimerait réaliser. Et enfin, notre dernier personnage, Philippe D, qui lui a ses besoins d'accomplissement à réaliser, puisqu'il travaillait au sein d'un bureau d'études, il a la confiance de la part de hiérarchie, toutefois il s'ennuie parfois au sein de son travail, et donc pour qu'il puisse se réaliser, il va falloir lui proposer des nouveaux challenges, des challenges plus intéressants. Nous pouvons passer à présent à la nouvelle théorie, qui est la théorie bifactorielle. Dans ce nouveau chapitre, je voulais évoquer avec vous la théorie bifactorielle de Frédéric Herzberg. Donc Frédéric Herzberg, c'est un psychologue américain qui est connu donc pour ses travaux sur les enrichissements des tâches au travail. Et il va mettre en place la fameuse théorie bifactorielle. Pour illustrer cette théorie, je vais vous donner un exemple très simple. Herzberg, lui, ne va pas lier la motivation avec les besoins, mais plutôt avec la satisfaction. On peut avoir 3 situations. Soit un salarié va être satisfait, soit il va être neutre, soit il va être insatisfait. Et pour cela, je vais vous demander d'imaginer une situation à votre travail. Si vous arrivez un matin à votre travail et que votre supérieur arrive et qu'il vous fait un compliment pour votre réunion de la veille, eh bien, vous allez être satisfait, vous allez avoir un sentiment de satisfaction.
Toutefois, si ce même matin, vous étiez arrivé à votre travail sans que votre supérieur vous fasse ce compliment, eh bien, pour le coup, vous n'allez pas être insatisfait, vous allez avoir un comportement plutôt neutre. Une autre situation au travail, imaginez la veille où vous avez dû faire cette réunion. Eh bien, donc, lors de la présentation de votre PowerPoint, imaginez que le vidéoprojecteur ne fonctionne pas. Donc, étant donné qu'il ne fonctionne pas, chez vous, ça va entraîner un sentiment d'insatisfaction puisque vous n'allez pas pouvoir faire votre présentation. Imaginez la même situation où le PowerPoint et le vidéoprojecteur fonctionnent. Dans ces cas-là, vous n'êtes pas satisfait, mais vous avez un comportement neutre. Ça va être tout ça la dynamique donc, de cette théorie bifactorielle, ça va être ces différents éléments, de la satisfaction, un comportement neutre ou un comportement d'insatisfaction. Donc Herzberg va distinguer deux types de facteurs, les facteurs de motivation, donc ceux qui vont apporter la satisfaction, et les facteurs d'hygiène, ceux qui vont apporter de l'insatisfaction. Et donc, par rapport à ces différents facteurs, on peut lister les facteurs de motivation, la responsabilisation, la reconnaissance, l'autonomie, la valorisation, l'indépendance, la possibilité de promotion, et en facteur d'hygiène, donc la sécurité au travail, la sécurité de l'emploi, les bonnes conditions de travail, l'environnement stable, la rémunération et les relations sociales. Donc les facteurs d'hygiène, c'est ceux qui doivent être présents et qui ne vont pas forcément apporter de la motivation et de la satisfaction. S'ils ne sont pas présents, nous aurons de l'insatisfaction. Et les facteurs de motivation, s'ils ne sont pas présents, on n'aura pas d'insatisfaction, mais s'ils sont présents, on pourra avoir cette satisfaction et donc être motivé. À savoir que Herzberg avait étudié les travaux de Maslow pour émettre sa théorie bifactorielle, et donc on peut associer les facteurs d'hygiène aux besoins physiologiques de sécurité et d'appartenance, et les facteurs de motivation aux besoins d'appartenance, d'estime et d'accomplissement de soi. Donc ce qui va être intéressant avec la théorie d'Herzberg, c'est qu'il va articuler la notion de motivation avec celle de la satisfaction et de l'insatisfaction au travail. Et donc, en situation de travail, on va avoir trois possibilités de comportement, soit de la satisfaction, soit de l'insatisfaction, soit un comportement qui va être neutre. À nouveau, on va pouvoir reprendre les différents éléments que je vous avais déjà donnés avec Maslow pour justement comprendre quels vont être les facteurs motivationnels et quels vont être les facteurs d'hygiène. Donc je vous laisse à nouveau regarder ce tableau. Nous allons poursuivre avec un petit exercice. Vous allez classer les différents éléments, à savoir s'ils rentrent dans les facteurs de motivation ou les facteurs d'hygiène. Je vous propose un petit exercice pour cette théorie bifactorielle d'Herzberg. Donc je vais vous lister un ensemble d'éléments et vous allez devoir savoir si ce sont des facteurs de motivation ou alors des facteurs d'hygiène. Et vous verrez si ces éléments vont satisfaire les salariés, s'ils vont avoir une vision plutôt neutre ou alors s'ils vont être porteurs d'insatisfaction. Nous avons tout d'abord félicitations de son supérieur. Ensuite, ordinateur qui ne fonctionne pas. Ensuite, accident sur le chantier. Ensuite, promotion. Ensuite, collègue sympathique. Ensuite, formation sur un nouveau logiciel. Évolution de la carrière. Et enfin, salaire au SMIC. À vous de voir quels sont les facteurs et s'ils apportent de la satisfaction, de l'insatisfaction ou alors un comportement plutôt neutre. Je vous laisse faire l'exercice. Sur la correction de l'exercice, donc nous pouvons voir représenter les différents éléments donc, sur ce fameux schéma, donc avec les facteurs de motivation et les facteurs d'hygiène. Donc en haut, donc les facteurs de motivation, on aura de la formation, notamment de la formation sur un nouveau logiciel, de l'évolution de carrière, de la promotion et des félicitations de la part de son supérieur. Tout cela sont des éléments qui vont réellement apporter de la satisfaction
à notre salarié. Ensuite, nous avons les facteurs qui sont plus des facteurs d'hygiène, donc les collègues sympathiques, c'est entre les facteurs de motivation et les facteurs d'hygiène, c'est un peu entre les deux. Ensuite, dans les facteurs d'hygiène, donc le fait d'avoir un salaire au minimum, c'est un facteur d'hygiène qui lui va apporter un comportement neutre au salarié, tout comme les collègues sympathiques, ça va apporter un comportement plutôt neutre. Si les collègues n'étaient pas sympathiques, on serait plutôt sur de l'insatisfaction. Si on n'était pas payé au salaire minimum, ça apporterait également de l'insatisfaction. L'ordinateur qui ne fonctionne pas, c'est un facteur d'hygiène également et qui va apporter de l'insatisfaction. Un accident sur le chantier, et bien pareil, c'est un facteur d'hygiène et ici, en l'occurrence, ça va apporter de l'insatisfaction. Donc, pour synthétiser sur cette correction, on voit bien qu'il y a différents facteurs. Selon qu'ils soient présents ou absents, ça va apporter soit de la satisfaction, soit de l'insatisfaction, soit un comportement neutre. Et donc, ce qui est intéressant avec cette théorie, c'est que au-delà de la dimension des besoins, comme on a pu voir chez Maslow, ici, on voit que va s'ajouter à de la satisfaction et de l'insatisfaction la possibilité d'avoir un comportement qui soit neutre vis-à-vis d'un facteur qui soit absent ou alors présent. Je vous propose de passer maintenant à notre chapitre 6 et à la théorie X et Y de Douglas McGregor. Nous venons de voir les théories d'Abraham Maslow et de Frédéric Herzberg. Donc l'un liait la motivation au besoin et l'autre liait la motivation à la satisfaction. Nous allons à présent étudier un nouvel auteur qui s'appelle Douglas McGregor. Lui va partir d'une autre perspective qui va être très originale et qui va changer des deux auteurs que nous venons de voir. En fait, Douglas McGregor, donc qui fait également partie de l'école des relations humaines, va mettre en place une double théorie qui s'appelle la théorie X et la théorie Y. Quelles sont ces deux théories? Donc la première, la théorie X, part du principe que le manager considère que le salarié n'aime pas travailler, et donc comme le salarié n'aime pas travailler, il va être sensible aux ordres et à l'autorité, ce qui va déclencher chez le salarié une passivité au travail, une peur des responsabilités et un manque d'initiative, et donc ça va mettre en place une espèce de prophétie autoréalisatrice où le manager va partir du principe que le salarié n'aime pas travailler, il va mettre en place un certain nombre de mesures qui vont faire en sorte que le salarié va effectivement ne pas aimer ses tâches au travail, et donc ça va être un espèce de cercle vicieux qui va se mettre en place entre le responsable et son salarié. Ça, c'est la théorie X. Nous avons ensuite la théorie Y. Cette théorie Y stipule que le manager part du principe que le salarié aime son travail et aime les responsabilités. Et donc, il va mettre en place ici un ensemble de mécanismes qui vont permettre de motiver le salarié. Donc, le salarié va être sensible à la liberté d'action et à l'autonomie. Ainsi, il va s'impliquer et s'appliquer dans son travail, et donc il va pouvoir prendre des initiatives et prendre également des responsabilités. Et vous voyez qu'ici, c'est un schéma qui est complètement inversé. On part également d'une prophétie autoréalisatrice, mais ici, nous serons sur un système de cercle vertueux, où, en partant du fait que le salarié aime travailler, eh bien, on va mettre en place des mécanismes qui vont faire en sorte que le salarié va pouvoir s'impliquer dans l'entreprise. Et donc, à la différence de Herzberg et de Maslow, ici, on part du principe que la motivation dépend avant tout du manager. Et donc, ça va être la perception du salarié par le manager qu'on va pouvoir avoir une motivation de celui-ci. Et pour cela, donc, la théorie de Douglas McGregor a été beaucoup étudiée, notamment par Isaac Gates, qui, dans son ouvrage Liberté et compagnie, le cite abondamment. Pour Isaac Gates, il faut toujours partir du principe, et comme chez Douglas McGregor, que le salarié aime travailler. C'est en ayant cette perspective qu'on va pouvoir l'impliquer et le motiver en entreprise. Je crois que l'homme est bon, donc je contrôle rien.
paresseux, j'ai tendance à pas régler les problèmes, à les supprimer. Et en fait, c'était une force. Et donc, comment on peut appliquer tout cela en entreprise ? Donc, l'idée, ça va être de faire confiance aux salariés, leur donner des responsabilités, leur donner une relative autonomie, proposer d'être sur un management qui soit consultatif ou participatif, si on reprend les catégories de Likert. Un management consultatif, ici, on va demander l'avis aux salariés, et un management participatif, eh bien, nous allons impliquer les salariés dans la décision. L'idée va être également de déléguer des tâches aux salariés. En bref, il faut considérer que les salariés aiment travailler. Dans cette nouvelle théorie, nous allons aborder une notion nouvelle. Il s'agit ici de la notion d'équité. La théorie de l'équité a été mise en place par un auteur qui s'appelle John Adams, qui est un psychologue belge. Et donc, à partir des travaux de Léon Festinger, eh bien, Adams va pouvoir mettre en place une théorie de l'équité en entreprise. Ici, il faut distinguer deux termes, l'équité de l'égalité. L'égalité, c'est donner à chacun la même chose. Et donc, ce serait de donner un même salaire aux salariés selon des différences de performance, de compétences, de diplôme ou encore d'ancienneté. Donc, on voit bien qu'ici, l'égalité salariale n'est pas forcément la bonne solution. C'est pour ça que Adams reprend l'idée d'équité. L'équité, c'est donner à chacun selon ses moyens et selon ses performances. Donc, le salarié et l'être humain de manière générale, si on reprend les travaux de René Girard, l'être humain va aimer à se comparer. C'est la logique des désirs mimétiques chez René Girard. Ici, avec Adams, eh bien, l'auteur va partir du même postulat en disant que les salariés aiment à se comparer. Ils vont comparer leur niveau de salaire, leurs avantages, mais également leur charge de travail. Ils vont comparer cela avec les salariés de leur entreprise, mais ils peuvent également comparer avec d'autres salariés qui travaillent sur des secteurs d'activité qui vont être différents ou bien sur les mêmes secteurs d'activité. Et donc, l'équité peut se traduire par un calcul qui va être ce qu'on va nommer le ratio d'équité. Ça va être la distinction entre la rétribution et la contribution. La rétribution, ce sont les avantages que vont tirer le salarié, donc le salaire, la reconnaissance, les conditions de travail, et la contribution, ce seront les efforts qui seront fournis. Donc le ratio d'équité sera la différence entre les efforts fournis et ce que le salarié va toucher ensuite. Et donc le salarié va être dans trois situations possibles. Soit il sera en situation d'équité, c'est-à-dire qu'il considérera que finalement, eh bien, il gagnera en fonction de sa contribution, et donc il ne se sentira pas désavantagé par rapport à ses collaborateurs. Il pourra également être en situation d'inéquité favorable, donc ici le salarié se sentira surpayé, plus avantagé que ses collaborateurs, et ça pourra faire naître chez lui un relatif sentiment d'insécurité. Et enfin, la dernière situation qui est la situation d'inéquité défavorable. Ici, le salarié va se sentir sous-payé en situation de désavantage par rapport à ses collaborateurs. Et donc, dans cette situation, le salarié sera donc démotivé. Ce sentiment d'équité et d'inéquité eh bien, existe chez l'être humain, mais il existe également chez différentes espèces animales. Et donc, vous allez voir ici un extrait de vidéo qui montre justement le sentiment d'inéquité chez les primates. En guise de démonstration, observez ces deux primates. Il s'agit de deux singes capucins qui s'apprêtent à accomplir la même tâche, rendre un caillou à la scientifique. Pour le récompenser de son dur labeur, le singe de gauche reçoit un morceau de concombre qu'il avale avec satisfaction. Mais comment pensez-vous qu'il va réagir lorsqu'il verra que pour la même tâche, le singe de droite reçoit un grain de raisin, une récompense bien plus appétissante? Il voit le grain de raisin, rend de nouveau le caillou, et en échange, encore du concombre. Vous trouvez ça juste? Lui non plus. N'oubliez pas qu'il y a quelques instants, le morceau de concombre lui convenait très bien.
Mais depuis qu'une récompense plus alléchante lui est passée sous le nez, le concombre a un goût amer. La troisième fois, la frustration le pousse même à frapper sa cage avec le caillou. Vous devinez ce qui va se passer? Après cette vidéo, nous pouvons conclure donc sur le lien avec la motivation. La motivation, elle sera liée à la comparaison des individus les uns envers les autres, cette logique de mimétique. Il y aura une recherche de justice sociale qui se fera au sein des entreprises, et donc le sentiment d'équité sera finalement le moteur de la motivation en entreprise. Comment on va pouvoir appliquer cela en entreprise? Eh bien, la justice en entreprise va paraître comme un élément essentiel pour le bien-être et la motivation des salariés. Ça va forcer les entreprises et notamment les politiques de RH à revoir leur politique de rémunération en fonction de l'ancienneté, en fonction des primes, en fonction des bonus que l'on pourra attribuer selon le travail que les salariés auront pu fournir. Ici, il sera intéressant pour une entreprise qu'elle compare le niveau de salaire qu'elle donne à ses salariés par rapport aux autres entreprises des mêmes secteurs d'activité, à savoir que si elle paye un peu plus leurs salariés, ça pourra donner plus de chances d'avoir des talents, d'avoir des personnes engagées et motivées. Ici, on peut également penser à réduire les signes de privilège en entreprise, des places de parking qui sont réservées, des grands bureaux pour les cadres, des petits bureaux pour les salariés. Et donc ici, il faut rechercher une relative équité dans le traitement entre les salariés. Ce chapitre va nous présenter la théorie des attentes de Victor Vroom. Donc, qui est Victor Vroom? C'est un sexologue et psychologue canadien, né en 1932. Il est le président du département des sciences administratives et directeur associé à Yale. Et donc, il est l'auteur de la fameuse théorie vie. Donc, la fameuse théorie vie qui cherche à comprendre les moteurs de la motivation. Et donc, pour Victor Vroom, il y aura 3 principaux facteurs à l'origine de la motivation. Nous aurons le premier facteur, le V, ensuite le I, et ensuite le E. Pour ce qui est du V, nous retrouvons la valence. La valence se traduit par l'avantage que l'on va tirer du fait d'accomplir une action. Ensuite, nous aurons le I d'instrumentalité. Que puis-je tirer de cette expérience? Que vais-je en tirer? Donc, l'expérience donc, de l'action menée, on va forcément avoir un résultat. Quel va être ce résultat? Et enfin, le E va être l'expectation. Donc, suis-je capable de le faire? Donc, ici, l'individu va se questionner sur ses capacités à mener à bien une action ou alors une mission. Et donc, par rapport à cette théorie, Victor Vroom se place sur le même schéma que les économistes classiques, néoclassiques et de façon générale les économistes libéraux, puisque, on l'a vu précédemment, la motivation, les théories de la motivation, supposent la liberté de l'individu. Et la liberté de l'individu, c'est une notion qui est propre aux théories libérales. Et bien lui, Victor Vroom, va reprendre la dimension homo economicus des économistes classiques et surtout néoclassiques, en supposant que l'homme est un individu qui fait des choix qui sont rationnels, il fait des choix qui sont raisonnés, et l'individu va partir d'un modèle coût-bénéfice au sens strict. C'est-à-dire que si l'individu ne considère pas que son action va entraîner un certain bénéfice, eh bien, il ne va pas mettre en place cette action. Tout comme chez les homo economicus qu'on retrouve chez les économistes, eh bien, les individus agissent selon leurs intérêts propres. Ici, on retrouve le même modèle chez Victor Vroom. Il suppose que l'individu va faire des choix qui vont être raisonnés avec ce fameux modèle coût-bénéfice. Et donc, pour que l'individu soit au maximum motivé, il faut que ces 3 facteurs soient les plus élevés possibles. Et donc, comme vous avez pu le voir, la théorie vie est une multiplication. C'est la valence fois l'instrumentalité fois l'expectation. Et donc, si l'un de ces facteurs n'est pas rempli, eh bien, comme la somme équivaudra à 0, eh bien, l'individu ne sera pas motivé pour conduire cette action. Et donc,
le lien avec les théories de la motivation. Donc ici, on peut observer que la motivation va partir du constat de l'idée que ça part d'une projection personnelle dans le futur. L'individu va se projeter pour savoir s'il va conduire ou non une action. Donc là, il y a l'idée que la motivation est quelque chose de conscientisé. L'individu va conscientiser ses différents choix pour pouvoir mettre à bien donc, certaines actions. Et ensuite, la motivation peut se traduire par un calcul rationnel, donc la valence fois l'instrumentalité fois l'expectation. Les études dans la sociologie des organisations montrent qu'en réalité, il y a beaucoup de comportements qui sont peu conscientisés chez l'individu, donc c'est une critique qu'on pourrait apporter à cette théorie des attentes de Victor Vroom. Et donc, comment on pourrait appliquer cette théorie en entreprise ? Eh bien, on pourrait se dire que si l'individu fait une projection, eh bien, il faudrait faire beaucoup plus de feedback avec les individus, avec les salariés, pour clarifier leurs efforts fournis, leurs performances, essayer d'individualiser le plus possible les systèmes de récompense dans l'organisation pour que chaque individu voit ses intérêts récompensés dans les actions qu'il va mener. Et donc, pour reprendre les trois facteurs, la valence, l'instrumentalité et l'expectation, eh bien ici, on pourrait dire que la valence pour la dimension valence qui correspond, comme on l'a vu, aux avantages que l'on va tirer, eh bien ici, ce sera donc de connaître les attentes et les projets de l'individu pour lui proposer des missions qui soient les plus en adéquation avec ses attentes. Par exemple, une évolution professionnelle, si tel est son désir, et si ça fait partie de ses envies profondes, eh bien, ça pourra peut-être le motiver de lui proposer une évolution dans sa carrière professionnelle. Sur ensuite la partie I, instrumentalité, donc ce que l'on va tirer concrètement de l'expérience, eh bien, ici ça va être de travailler sur la confiance de l'individu, les compétences qu'il va pouvoir développer, sur quelle promotion il va avoir accès, et également son évolution professionnelle, pourquoi pas. Hein. On voit bien que la valence et l'instrumentalité sont deux éléments qui sont complémentaires. Et enfin, l'expectation, donc qui est par rapport à la capacité des individus. Ici, donc, on peut, avec le salarié, définir clairement ses projets et ses missions, avoir une fiche de poste qui soit assez claire sur les attendus de ses missions, les attendus, le cadre de son action en entreprise, mais également, pour définir clairement un projet, on peut penser à proposer avec lui donc, des Gantt, des PERT, des rétro-planning sur ces différentes ordres de missions. Pourquoi pas également proposer des tableaux de bord pour voir le suivi de ses performances. Définir avec lui les moyens, les ressources, les outils à disposition, et donc être en appui de son salarié. Ne pas être toujours derrière lui, mais savoir que quand il aura besoin de nous, eh bien, en tant que leader, en tant que manager, on pourra l'aiguiller et l'appuyer. Voilà pour cette théorie des attentes de Vroom. Je vous propose à présent de passer à un QCM de milieu de formation pour voir quelles sont les idées que vous avez pu retenir jusqu'à présent. Nous pouvons passer à la première question du QCM. Question numéro 1, les facteurs internes de la motivation se nomment les facteurs intrinsèques ou alors les facteurs extrinsèques. Question 2, pour Taylor et Ford, la motivation dépend des facteurs intrinsèques, des facteurs extrinsèques ou alors des facteurs intrinsèques et extrinsèques. Question 3. Pour Maslow, les besoins premiers des individus sont les besoins de sécurité, les besoins physiologiques ou alors les besoins d'estime. Question 4. Pour Herzberg, si les facteurs d'hygiène ne sont pas atteints, le salarié sera satisfait, neutre ou alors insatisfait. Question 5. Pour Herzberg, si les facteurs de motivation ne sont pas atteints, le salarié sera satisfait, neutre ou insatisfait. Question 6. Pour McGregor, la motivation dépend avant tout de l'implication du salarié, de la perception du manager,
de la satisfaction des salariés. Question 7. La théorie Y de McGregor part du postulat que le salarié aime travailler, le salarié n'aime pas travailler, le manager aime son salarié. Question 8. L'équité est synonyme d'égalité. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Question 9. L'équité est le propre de l'humain. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Question 10. Un salarié qui sera mieux payé que ses collègues à poste, compétences et performance et ancienneté égales pourra se sentir en situation d'inéquité favorable, en situation d'équité, en situation d'inéquité défavorable. Question 11. Pour Vroom, l'individu est un être qui rationalise ses décisions. Est-ce vrai ou est-ce faux? Question 12. D'après la théorie vie, la valence correspond à la capacité de l'individu à réaliser l'action, B, à l'expérience accumulée à réaliser l'action, C, à l'avantage tiré à réaliser l'action. Je vous propose à présent de passer à la correction de ce QCM. Pour la question 1, les facteurs internes de la motivation se nomment les facteurs intrinsèques. Donc ce sont ceux qui sont propres à l'individu, c'est lié à sa personnalité, à ses pulsions ou alors à ses besoins propres, que l'on distingue des facteurs externes qui sont les facteurs extrinsèques qui vont être des récompenses extérieures, de la rémunération, des promotions, etc. etc. Ensuite, pour la question 2, pour Taylor et Ford, la motivation dépend des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire le système de récompense, mais également le système de sanction. Pour Taylor, plus un salarié était productif, plus il allait avoir un haut niveau de salaire, et pour Ford, il partait du postulat qu'il fallait bien payer les salariés avec sa politique du $5 day. Question 3, pour Maslow, les besoins premiers des individus sont les besoins physiologiques, c'est-à-dire les besoins de boire, de manger, ou alors même de se reproduire. Et ensuite, plus on va s'élever, plus on va aller vers des besoins qui vont être intrinsèques. En bas de la pyramide, nous avons des facteurs qui sont extrinsèques, donc liés à la physiologie et à la sécurité. Et plus on va monter, plus on va arriver vers des facteurs intrinsèques. Question 4. Pour Herzberg, si les facteurs d'hygiène ne sont pas atteints, le salarié sera insatisfait. Par exemple, si sur votre lieu de travail, il y a de la propreté, ce n'est pas ça qui va vous satisfaire. Par contre, si vous travaillez dans des locaux insalubres, là, vous serez insatisfait. Pour Herzberg, si les facteurs de motivation ne sont pas atteints, le salarié sera neutre. Donc, c'est-à-dire que si un jour, vous recevez une prime surprise sur votre fiche de salaire, vous serez satisfait. Mais si un an plus tard, à la même période, vous ne recevez pas cette même prime, vous ne serez pas insatisfait, vous aurez un comportement qui sera neutre. Ensuite, pour Douglas McGregor, question 6, la motivation dépend avant tout de la perception du manager. Donc la perception du manager va définir une théorie X ou une théorie Y. La théorie X, le salarié n'aime pas travailler. La théorie Y, le salarié aime travailler. Et donc, pour arriver à cette question 7, la théorie Y de Douglas McGregor part du postulat que le salarié aime travailler. Et donc, s'il aime travailler, on va lui donner de l'autonomie, de la responsabilité, ce qui va finalement faire en sorte que le salarié va effectivement réellement aimer son travail. Et donc, la prophétie autoréalisatrice se réalisera. Et donc, le manager pourra bien constater que le salarié aime son travail puisqu'il aura mis en place les conditions pour que ce dernier apprécie son travail. Ensuite,
Question 8, l'équité est synonyme d'égalité, c'est faux. L'égalité, c'est donner à tous la même chose. L'équité, c'est donner en fonction de chacun selon ses moyens. Par exemple, quelqu'un qui va être très productif en entreprise, à poste égal, à niveau de diplôme égal et à niveau d'ancienneté égal, eh bien ce serait normal, ce serait équitable de mieux payer le salarié qui est plus productif que le salarié qui est moins productif. Question 9, l'équité est le propre de l'humain. C'est faux. On l'a vu avec l'exemple de la vidéo des singes, des macaques, qui justement ressentaient ce sentiment d'inéquité, le fait de réaliser une même tâche et de ne pas avoir la même rétribution. Chez l'un c'était le concombre et chez l'autre c'était le raisin. Le singe ayant reçu le concombre était moins satisfait et donc il avait ressenti ce sentiment d'inéquité qui l'a poussé vers la colère. Et donc on peut supposer que ce soit démotivant pour les individus, et même chez certaines espèces animales, ce sentiment d'inéquité est ressenti. Question 10. Un salarié qui sera mieux payé que ses collègues à poste, compétences, performances et ancienneté égale pourrait se sentir en situation d'inéquité favorable, puisque ce dernier sera mieux traité que ses collaborateurs. Ensuite, pour la question 11, pour Vroom, l'individu est un être qui rationalise ses décisions. C'est vrai. Question 12. D'après la théorie vie, la valence correspond à l'avantage tiré à réaliser l'action. Nous pouvons à présent passer à la deuxième partie avec les théories modernes de la motivation. Je vous propose dans cette nouvelle partie d'évoquer avec vous les théories modernes de la motivation. Et pour cela, je vais utiliser comme référence bibliographique l'ouvrage de Daniel Pink, La vérité sur ce qui nous motive. Donc il s'agit d'un ouvrage qui est un best-seller qui en fait présente différentes théories de la motivation, qui fait une synthèse de différentes théories et qui propose justement une théorie moderne de la motivation. Donc cet ouvrage a été publié en 2009. Daniel Pink est un journaliste et auteur américain et donc ses principales thématiques de travail sont l'évolution du monde du travail. Pour faire un petit résumé, une petite synthèse de l'ouvrage, Daniel Pink va comparer différents système d'exploitation d'informations. Ça va être la façon dont on va se motiver. En fait, il va comparer ça à des ordinateurs. Le premier système de motivation est le système de motivation 1.0. Il s'agit d'une version primitive qui a permis à l'homme de répondre à ses besoins vitaux et d'assurer la prospérité de l'espèce. Donc c'était le premier moteur, le premier motivateur chez l'individu. Ici, ça nous rappelle les besoins physiologiques chez Abraham Maslow. Il propose ensuite un deuxième système de motivation, le système de motivation 2.0. Ici, c'est la version de la carotte et du bâton, avec un système de récompense et de sanctions. Pour Daniel Pink, ça a été, et c'est encore aujourd'hui, un système de motivation qui est encore trop répandu et qui montre qu'il n'est pas assez efficace. Daniel Pink va préférer sa dernière version de la motivation, qui est la motivation 3.0. Et donc pour Daniel Pink, la motivation la plus efficace va être une motivation basée sur les facteurs uniquement intrinsèques. La motivation répond à 3 principaux éléments, l'autonomie, la maîtrise et la finalité. Je vais vous donner des exemples pour chacun de ces 3 facteurs. Je vais vous lire d'abord un petit extrait de l'ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui est très bien construit et qui permet en fait à la fin de l'ouvrage d'avoir une petite synthèse des différents chapitres de l'ouvrage. Et donc il résume son ouvrage dans différents résumés. D'abord, il fait un résumé très rapide de son ouvrage en une phrase. Il dit « La carotte et le bâton, c'est fini. Place au XXIe siècle, la vérité sur ce qui nous motive, autonomie, maîtrise et finalité. » Il développe un peu plus cette notion ensuite dans un plus long paragraphe. En matière de motivation,
la pratique des entreprises n'est plus en phase avec ce que la science nous apprend. Notre système d'exploitation actuel, fondé sur des motivations externes, la carotte et le bâton, est inefficace et souvent contre-productif. Il nous faut une nouvelle version, reposant sur 3 éléments essentiels. L'autonomie, ou le désir de diriger sa propre vie, la maîtrise, ou le besoin de progresser dans un domaine important, et la finalité, ou le fait de travailler sur un objectif plus grand que notre propre personne. Vous voyez que ici, effectivement, ces 3 facteurs sont bien des facteurs intrinsèques qui nous font penser donc à différentes théories que l'on a pu voir jusqu'ici. Je donne le détail pour chacun de ces 3 facteurs avec une application en entreprise. Donc pour ce qui est de l'autonomie, on peut imaginer laisser plus d'autonomie effectivement aux salariés. Ça va être par exemple de limiter les horaires fixes. Le plus important finalement va être d'effectuer les tâches. Penser plus en termes d'objectifs qu'en termes de durée de travail. Et enfin, limiter les actions qui vont être trop procédurières ou trop scriptées et faire plus confiance aux salariés, notamment lorsque les salariés travaillent sur des plateformes téléphoniques, dès qu'ils ont des phrases toutes transcrites dans des scénarios, on peut leur laisser plus d'autonomie et leur faire confiance. Sur la deuxième notion, la notion de maîtrise, ici on pourrait supposer que pour que le salarié ait plus de maîtrise dans son travail, ce serait le pousser à s'impliquer dans les tâches. Donc pour ça, déterminer avec lui des objectifs qui vont être clairs et des feedbacks qui vont être rapides. Ensuite, les tâches doivent répondre à un équilibre. Le salarié doit être confronté à des problèmes qui ne vont pas être ni trop faciles, ni trop difficiles, savoir équilibrer le travail des salariés pour qu'ils puissent en avoir une relative maîtrise. Et également, lui éviter l'ennui, la frustration et le stress dans ses activités. Et enfin, la notion de finalité. Donc ça rappelle une entreprise qui s'appelait Favi. Donc Favi, son slogan était « par et pour les clients ». Donc Favi, son objectif c'était de fonctionner pour l'amour du client. Donc ça donne une finalité, un objectif plus grand que la simple rémunération. Et là, les salariés savent finalement pourquoi ils travaillent. Il faut donner du sens aux actions que ce dernier va fournir. Une réalisation personnelle, le fait de participer à un bien commun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on rencontre les entreprises sociales et solidaires, les entreprises de l'économie sociale, ont un certain succès puisqu'elles donnent du sens au travail qui est réalisé. Et donc, toute entreprise devrait avoir en tête, au-delà des finalités économiques, des finalités sociales et des finalités sociétales importantes pour donner du sens et donner envie aux salariés de travailler et de s'impliquer dans leurs tâches et leurs activités. Dans son ouvrage, Daniel Pink va présenter également donc 2 autres théories que je trouve très intéressantes. La première est ce que l'on appelle l'effet Sawyer, et ensuite il présente également la théorie du flow. Donc tout ça rentrant en cohérence avec ces 3 fameux facteurs qu'il présente et par rapport justement aux motivations intrinsèques. Et donc, dans les prochains chapitres, je vous propose d'étudier plus en profondeur l'effet Sawyer et également la théorie du flow. Dans son ouvrage, Daniel Pink présente un effet que je trouve extrêmement intéressant pour comprendre les effets de la motivation. Il nomme cet effet l'effet Sawyer, en référence à l'ouvrage de Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer, qui donne une leçon importante en termes de motivation. Eh bien, l'effet Sawyer peut se traduire par 2 choses. Soit on va pouvoir transformer un travail en jeu et le rendre stimulant, ou alors, à contrario, on peut rendre une tâche ludique en travail fastidieux. Ce sont ces 2 possibilités, ces 2 facettes que l'on va retrouver dans l'effet Sawyer. Cet effet Sawyer se traduit par une série d'expériences qui ont été menées dans les années 70 par un groupe de scientifiques sur des enfants d'une école maternelle. Les enfants avaient été divisés en 3 groupes. Dans le premier groupe, on proposait une récompense suite à la réalisation d'un dessin. Pour le deuxième groupe, on donnait une récompense après que l'enfant ait effectué le dessin. Donc on ne lui avait pas promis cette récompense, mais on lui donne volontiers après la réalisation de son dessin. Et enfin, pour le troisième groupe,
les enfants ne reçoivent pas de récompense après avoir effectué leur dessin. On retourne voir ces enfants 2 semaines après le début de l'expérience et on constate que le groupe 2 et le groupe 3 étaient plus motivés pour le dessin que le groupe 1 qui considérait finalement le dessin comme un travail et donc un travail avec un système de récompense. Vous voyez qu'on a une idée qui est très contre-intuitive, c'est que le fait d'avoir récompensé les individus par la réalisation du dessin était un système qui allait être démotivant. Donc on voit bien toutes les limites de la motivation 2.0 où les individus, ou les enfants en l'occurrence, sont juste stimulés par un facteur extrinsèque. On constate que finalement ce sont les facteurs intrinsèques qui sont bien ici les plus intéressants à développer, à proposer aux salariés pour garantir chez eux un certain niveau de motivation. Comment on va pouvoir appliquer cet effet Sawyer en entreprise ? Eh bien ici, ça demande d'être créatif, transformer un certain nombre d'activités rébarbatives en jeu, donc en proposant des systèmes de challenge, en proposant des défis, en proposant des travaux de groupe, etc. etc. Il ne faut pas uniquement compter sur des facteurs de motivation extrinsèques. Ici, il ne faut pas penser que la récompense des individus passera par une augmentation de la rémunération, un système de primes ou alors des chèques cadeaux, bref, tout ce qui va être récompense matérielle. Il faut essayer de trouver des choses qui vont pouvoir valoriser les salariés sans pour autant que ce soit propre aux facteurs extrinsèques. Je vous propose à présent de passer à la théorie du flow. Donc la théorie du flow, c'est ce qu'on pourrait également traduire, alors parfois c'est traduit en français par la théorie du flux. Cette théorie a été mise en avant par le psychologue hongrois qui a émigré aux États-Unis en 1956, Mihaly Csikszentmihalyi. Donc ce psychologue hongrois est le concepteur de cette notion du flow. Qu'est-ce que c'est que le flow ? Eh bien, ça désigne un état mental qu'une personne va atteindre lorsqu'elle se retrouve complètement focalisée par une activité et donc qui va être dans un état de concentration maximale. Et là, je vais vous demander de réfléchir à une situation. Est-ce que vous avez déjà éprouvé cette situation où vous étiez complètement absorbé dans une activité, donc ça pouvait être une activité physique, une activité intellectuelle, parfois par exemple quand vous faites du sport, une course, vous ne voyez plus le temps passer, vous êtes complètement concentré. Parfois pareil, quand vous regardez un film qui dure peut-être 2h30, 3h, vous êtes complètement absorbé par ce film et vous ne voyez pas le temps passer. Ou alors vous êtes en train de jouer aux échecs avec un ami et vous ne voyez pas non plus le temps passer. Eh bien c'est ça que décrit notre psychologue hongrois. Il explique que le flow est un état mental qui est justement le but, l'élément clé de la motivation. Et donc lui va donc faire une série d'expériences qui va présenter cette fameuse théorie du flow et il va essayer de comprendre d'où provient ce fameux flow que vont développer les individus. Et d'où vient justement ce fameux terme de flow ? Il provient donc des personnes qui décrivaient leur expérience en expliquant en fait qu'ils étaient portés par leur activité comme on pourrait être porté par le courant d'une rivière. Csikszentmihalyi propose un petit schéma qui permet de comprendre comment on peut arriver à cet état de flow. Pour atteindre le niveau de flow, il faut que le niveau du défi soit important, c'est-à-dire que il faut que ce soit un défi qui soit suffisamment stimulant pour donner envie à l'individu de le mener, et il faut développer un certain niveau de compétence. Et si on veut reprendre les exemples que je donnais tout à l'heure, si on reprend l'exemple des échecs, si vous êtes très mauvais aux échecs et que vous jouez contre quelqu'un qui est aussi mauvais que vous, eh bien finalement vous n'allez pas ressentir vraiment de plaisir, vous pourrez ressentir de l'ennui. Si par exemple vous préparez un marathon et que vous savez que vous allez être avec des vrais compétiteurs et que vous ne vous êtes pas suffisamment entraîné, eh bien vous aurez un niveau de défi qui sera haut et votre niveau de compétence ne sera pas forcément suffisant et donc vous pourrez développer de l'anxiété.
Ou alors, autre situation, eh bien, imaginez que, par exemple, vous vous entraînez depuis des semaines au Sudoku et que vous allez à une compétition de Sudoku. Donc là, le niveau de défi va être important et votre niveau de compétence va être important. Et donc là, vous pourrez justement atteindre ce niveau de flow. C'est ces deux facteurs-là que l'on va pouvoir retrouver en entreprise en donnant un niveau de défi qui soit important aux salariés, en leur proposant des missions qui soient attractives, des missions qui soient stimulantes, et en développant également les compétences de vos salariés. C'est grâce à ces différents éléments que l'on pourra faire émerger le flow chez ces individus. Donc comment on peut lier cette fameuse théorie du flow avec la motivation ? Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le flow est la conséquence d'une forte motivation. Ici donc il faut réussir à procurer cet état de concentration aux individus dans le cadre de leur activité en entreprise. Donc dans certaines de leurs tâches, il faudra leur proposer un niveau de défi important et permettre que ce niveau de défi soit en relation avec les compétences des salariés et pourquoi pas développer, former les salariés pour qu'ils puissent atteindre ce niveau de compétence et donc ce niveau de défi. Donc pour notre psychologue, l'idée derrière la notion de flow va être de créer des espaces de travail qui vont être stimulants, permettre de mettre en place de la créativité, du challenge, un petit peu comme ce que l'on a pu voir avec l'effet Sawyer. On va créer donc des espaces de travail créatifs et coopératifs avec plusieurs tableaux, des crayons de couleurs, des post-it, bref, avoir un management qui soit visuel et proposer des séances de travail autour justement de tout ce qui est le management visuel en proposant des schémas, des processus, des logigrammes, des cartographies pour améliorer donc l'efficacité au travail à travers la visualisation du salarié. Donc c'est comme ça que notre psychologue hongrois perçoit un bon espace de travail. C'est là où on va pouvoir mettre du défi, développer les compétences des salariés et tout faire pour les imprégner donc dans une ambiance de travail qui va être la plus stimulante pour eux. Au travers de ces deux théories, donc l'effet Sawyer et la théorie du flow, on retrouve bien les éléments qu'a pu définir Daniel Pink. Donc Daniel Pink qui critique la motivation 2.0 de la carotte et du bâton, en montrant que le système de récompense externe n'était pas forcément le meilleur. Il faut trouver des motivations intrinsèques pour motiver le salarié. Donc en développant l'autonomie, la maîtrise et la finalité, eh bien on va pouvoir retrouver donc des salariés qui vont être motivés. Avant de conclure cette formation sur la motivation, je voulais avoir avec vous un sujet de réflexion sur la notion d'entreprise libérée, à savoir est-ce que l'entreprise libérée est une structure motivante. L'entreprise libérée est une forme d'entreprise qui a été beaucoup promue par un professeur de management qui s'appelle Isaac Gates. Isaac Gates a écrit un ouvrage qui s'appelle Liberté et compagnie, sous-titré Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises, publié en 2009 et qui présente les différents éléments constitutifs de l'entreprise libérée. Et donc il donne la définition suivante de l'entreprise libérée. Une entreprise est dite libérée lorsque la majorité des salariés disposent de la liberté et de l'entière responsabilité d'entreprendre toute action qu'eux-mêmes estiment comme étant la meilleure pour la vision de l'entreprise. Je souhaitais avec vous donc lire un petit extrait de l'ouvrage Liberté et compagnie qui essaye donc de donner une définition large de ce que pourrait être l'entreprise libérée. Donc il s'agit de la page 368 de l'ouvrage dans l'édition Champ-Essai de Flammarion. Et donc je vais vous lire cet extrait. La plupart de ces entreprises n'ont pas d'organigramme. La majorité n'ont pas de parking réservé, ni de bureaux plus spacieux pour les patrons. Certaines n'ont ni de bureau fixe pour personne. Tout le monde, y compris le PDG, se contente de choisir un bureau disponible. Certaines ne regroupent pas leurs collaborateurs par service. Certaines retirent les plafonds et installent des
escaliers pour accroître la mobilité et la communication entre collaborateurs. Donc ici, on a une organisation sous forme d'open space, et par rapport à la théorie de l'équité, eh bien, on voit que tous les signes hiérarchiques essayent de disparaître. Certaines entreprises possèdent des salles de réunion qui portent les noms de leurs salariés les plus anciens, souvent des secrétaires. Aucune ne dispose de pointeuse, la plupart autorisent les salariés à fixer leurs propres emplois du temps, et certaines les autorisent même à fixer leur propre salaire. Ici, on est beaucoup dans la notion de maîtrise. Certaines n'ont pas de manager, certaines n'ont ni grade ni titre. Beaucoup autorisent les salariés à choisir leur leader, à déterminer eux-mêmes le contenu de leur poste et en réalité à inventer leur propre travail. Ici, on est beaucoup dans la notion de finalité. Quelle est la finalité? Quel est le but en soi de mon travail? Certains n'ont pas de service de ressources humaines, certaines n'ont ni budget ni service financier, la plupart n'ont pas de processus de planification à long terme. Donc ici, on voit bien que cette fameuse entreprise libérée correspond bien à la vision que pourrait avoir Daniel Pink de la façon dont on pourrait motiver les salariés en entreprise. J'en ai terminé sur cette notion d'entreprise libérée et je conclurai sur ce type d'organisation qu'elle correspond donc d'abord à un management qui est clairement participatif, même collaboratif, et qu'il s'agit bien du type d'organisation qui peut être stimulante et motivante pour les salariés. Je vous propose à présent de passer au QCM de fin de formation pour voir les idées que vous avez pu tirer de cette deuxième partie de cours qui concernait les théories modernes de la motivation. Nous débutons avec la première question. Question 1. Pour Daniel Pink, la motivation dépend avant tout des facteurs intrinsèques, extrinsèques, intrinsèques et extrinsèques. Question 2. Le système de motivation 2.0 correspond au taylorisme et au fordisme, à Maslow et Herzberg, à la théorie du flow. Question 3. Dans la formule de la motivation de Daniel Pink, la finalité correspond à l'autonomie laissée aux salariés, la maîtrise que l'on propose aux salariés, aucun des deux. Question 4. L'effet Sawyer traduit l'idée qu'une activité ludique peut devenir ennuyeuse, qu'une activité ennuyeuse peut devenir ludique, les deux. Question 5. Comment Tom Sawyer arrive-t-il à motiver les enfants à peindre la palissade? En donnant l'exemple, en assimilant la peinture à une activité agréable, en proposant une récompense. Question 6. L'état du flow peut être ressenti en faisant du sport, en faisant du travail, dans ces deux situations. Pour Csikszentmihalyi, le flow peut être atteint lorsque A. Le défi est grand sans avoir les compétences, le défi est peu important sans avoir les compétences, le défi est grand et le niveau de compétence également. Question 8. L'entreprise libérée donne la maîtrise, la finalité aux salariés, l'autonomie et la maîtrise aux salariés, l'autonomie, la maîtrise et la finalité aux salariés. Question 9. À qui doit-on la notion d'entreprise libérée? À Daniel Pink, à Isaac Gates ou alors à Jean-François Zobrist. Question 10. Cette formation vous a-t-elle intéressé? Je vous propose à présent une petite correction de ce QCM de fin de formation pour voir si vous avez bien retenu les différentes notions que je vous ai présentées dans cette deuxième partie de formation. Question 1. Pour Daniel Pink, la motivation dépend avant tout des facteurs intrinsèques. C'est la motivation 3.0 qu'il a pu définir. Question 2. Le système de motivation 2.0 correspond au taylorisme et au fordisme avec le fameux système de sanctions et de récompenses, la fameuse méthode de la carotte et du bâton. Question 3. Dans la formule de la motivation de Pink, la finalité correspond à l'autonomie laissée aux salariés, la maîtrise que l'on propose
aux salariés ou aucun des deux. Ici, c'était bien aucun des deux. Donc la finalité, c'est le fait de donner du sens dans le travail qui est fait par le salarié au-delà de la simple rémunération. Question 4. L'effet Sawyer traduit l'idée que les activités ludiques peuvent devenir ennuyeuses ou que les activités ennuyeuses peuvent devenir ludiques. Donc c'était bien la réponse C, les deux, ou alors la question A, B et C. Question 5. Comment Tom Sawyer arrive-t-il à motiver les enfants à peindre la palissade ? Eh bien en assimilant la peinture à une activité agréable. Question 6. L'état du flow peut être ressenti dans les deux situations, à la fois en faisant du sport ou en travaillant, et dans diverses autres activités, dans des activités artistiques également, dans des activités intellectuelles qui ne sont pas nécessairement du travail. Pour Csikszentmihalyi, le flow peut être atteint lorsque le défi est grand et le niveau de compétence également. Si vous êtes champion d'échecs et que vous jouez contre un autre champion d'échecs, vous pourrez plus facilement atteindre cette situation de flow que si vous êtes débutant aux échecs et que vous jouez contre un autre débutant. Question 8. L'entreprise libérée donne l'autonomie, la maîtrise et la finalité aux salariés. L'autonomie puisque les salariés sont libres de choisir différents éléments constitutifs de leur poste, leurs horaires de travail, leurs activités. La maîtrise de leur poste, également la finalité, le sens de leur activité. Question 9, pour la question 9, à qui doit-on la notion d'entreprise libérée ? On la doit à Isaac Gates, qui a écrit l'ouvrage Liberté et compagnie. Enfin, cette formation vous a-t-elle intéressé ? Eh bien, je vous laisse y répondre. N'hésitez pas à noter cette formation. N'hésitez pas également à me faire vos retours. Je réponds généralement à toutes les questions qui me sont posées. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation et je vous propose de passer à la conclusion. Nous voici arrivés au terme de cette formation. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. N'hésitez pas à me faire votre retour sur cette formation. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.